de voir l'État régulièrement souligner tout ça. Alors, ils sont surpris de voir l'État participer, mais je reviendrai tout à l'heure sur le bien fondé de la constitution de partie civile de l'État congolais. Alors, évidemment, je ne peux que commencer par m'incliner sur la mémoire de tous ces morts, Monsieur le Président. M'incliner également et compatir à la douleur de tous les mutilés, et ils sont nombreux aujourd'hui dans cette salle et à l'intérieur du palais de justice. Alors tous ces morts, tous ces mutilés, pourquoi? Parce que les militaires de notre armée n'ont pas exercé leur responsabilité en professionnels. Tant au niveau des officiers que des subalternes. Alors, Monsieur le Président, avant d'aborder le fond de cette affaire, est-ce urgent de ce procès tout ce qui est politique? Parce que j'ai entendu certains avocats de la défense dire oui, c'est un procès politique. Ce n'est pas un procès politique. Est-ce urgent de cette affaire tout tribalisme, Monsieur le Président? Parce que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Et la justice n'est pas là pour stigmatiser un groupe ethnique. Est-ce urgent de cette affaire tout ce qui a été dit et tout ce qui aurait été fait à la DST? Parce que nous n'avons pas instruit cette affaire sur la base des déclarations qui ont été faites à la DST. Est-ce urgent de cette affaire ce qui aurait, je parle des éventuelles tortures, ce qui aurait été fait à la DST, dans la mesure où tous les accusés ont des avocats et ils seront effectivement, si torture il y a eu, devant qui ce pouvoir? Est-ce urgent de cette affaire, Monsieur le Président, la responsabilité pénale du chef d'état-major? Heureusement qu'il est hier, il est venu devant la barre de votre cour, parce que je sais très bien que du côté de la défense de la Rivale, pourquoi ils vont essayer de monter et toujours monter plus haut. Il a expliqué devant la barre de votre cour qu'il ne fait pas partie de la chaîne de commandement entre les Camus et le ministre de la Défense. Est-ce urgent de cette affaire, Monsieur le Président, la responsabilité pénale du chef de l'État? Et je le dis parce que je sais que du côté de la Défense, ils vont en arriver là. Ils ont commencé à le murmurer. Il était le chef suprême des armées, etc. Et vous vous rappelez d'ailleurs que lorsque les débats ont commencé, on a un petit peu déliré, on dira le chef de l'État met des enquêtes, etc. Ils en arriveront là. Mais la responsabilité pénale du chef de l'État, elle n'existe pas. Article 87 de la Constitution, sauf cas de haute trahison. La thèse du subalterne, ceux qui étaient là ce jour-là, le 4 mars, à l'Écramu, et nous avons celle donc de la hiérarchie du chef de poste, du directeur des armements et du directeur des équipements. D'abord, la thèse du subalterne. Ma foi, qui a été entendue le 8 août dernier, nous dit qu'il est arrivé donc ce 4 mars 2012 à l'Écramu. Il y a trouvé Sambo, il a vu Wanzobo, il a vu Dolan-Initié, il a vu Kakon, et il a même demandé à Kakon de le porter. Kakon lui a dit qu'il était de porter, et il lui a suggéré de se faire porter par Sambo, ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a fini de se porter, il s'est dirigé donc vers la douche pour prendre sa douche, tout simplement, avant d'aller à l'église. Et c'est pendant qu'il se déshabillait, il a entendu des cris au feu. Il a entendu la voix de Dolan-Initié crier au feu. Mais ce qui est étonnant dans cette affaire, M. le Président, c'est qu'avant qu'il aille dans la douche, quelques minutes avant, aucun signe avant-coureur. Aucun, il n'a rien vu. On lui a posé la question, il n'a rien vu. Vous avez Kakon lui-même qui a été entendu plusieurs fois devant cette barre, et bien entendu, quand on arrive à lui, c'est un petit folklore, parce que, évidemment, devant la barre de votre cour, il est fait.
Il est comme tout le monde, il a vu le feu, il a couru. Alors que le 7 mai 2012, lorsqu'ils arrivent fraîchement au parquet devant le procureur de la République, il reconnaît avoir mis le feu et il précise qu'il n'a pas mis le feu sciemment. Et tout le monde a entendu, tous les accusés étaient là. Les avocats qui étaient là l'ont entendu. Et il y a d'ailleurs un des accusés, je pense que c'est Manu, je ne sais pas son nom, alias Blanc, qui l'a dit, c'est devant la barre de cour. Oh, mais il avait reconnu ça devant le procureur de la République. Ensuite, évidemment, il organise son système de défense qui est tout à fait légitime pour, bien entendu, nier les faits. Mais tous les éléments convergent vers... Donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'il rentrait avec le bidon vide pour repartir avec de l'eau. Alors, dans cette affaire, M. le Président, tous les éléments convergent vers Cacom. Tous les témoignages convergent vers Cacom. Et évidemment, même s'il nie les faits, comme cela a été clairement dit par mon confrère, Maître de Villers, la Cour juge par rapport à un certain nombre de charges précises et concordantes, et surtout par rapport à son intime conviction. Et c'est ça la particularité du procès criminel. Permettez-moi, M. le Président, de vous lire une expression que je trouve vraiment admirable sur l'intime conviction. C'est l'article 553 du Code pénal français qui dit ceci. La loi ne demande pas compte à chacun des juges et des jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas les règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence, dans le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Alors, M. le Président, je crois que vous n'aurez aucun mal, ce n'est pas la peine de dialoguer sur cette affaire, à dire que c'est Cacom qui a mis le feu. C'est Cacom qui a mis le feu, M. le Président. C'est Cacom qui a mis le feu. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit que c'est Cacom qui a mis le feu, une fois qu'on a dit que ce feu était volontaire, et dans tous les cas, M. le Président, il est volontaire parce que lorsque une personne viole régulièrement un règlement, en toute connaissance de cause, cela est constitutif d'une intention coupable. Ce n'est pas moi qui le dis, M. le Président. J'ai trouvé de la jurisprudence, j'ai trouvé un arrêt de la Cour de cassation qui dit la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable. Comme nous a dit ici, tranquillement, il avait l'habitude de préparer avec son foyer à chaque. Pourtant, il sait très bien que c'est interdit à l'État. Pourtant, il sait très bien que c'est interdit par le règlement militaire de M. le Président, l'article 458 du règlement de discipline générale interdit effectivement de fumer ou de faire le feu à l'intérieur d'une caserne. Alors, une fois qu'on a dit ça, M. le Président, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que Cacom ne peut pas avoir volontairement mis le feu dans un endroit aussi sensible qu'une caserne sans qu'il y ait quelque chose derrière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, de deux choses l'une, comme a dit mon frère Maître Villers, où c'est un acte de sabotage à ce moment-là. Il faut rechercher la mémoire, il faut rechercher la filière, remonter la filière. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est l'accusation qui doit remonter la filière. Ou alors, tout simplement, c'est un acte qui est commis dans le but de semer la terreur dans la vie.
la terreur de la population. Et ce n'est pas impossible, vu la personnalité de Takom, comme nous savons tous, c'est quelqu'un qui fumait du champ, et ils ne s'en cachaient pas. Et effectivement, si c'est un incendie volontaire dans le but de semer la terreur, alors on change de dimension, monsieur. On change de dimension. On est dans l'acte terroriste. C'est la définition de l'acte terroriste. Toute infraction qui a été commise dans le but de semer la terreur et l'intimidation constitue un acte terroriste. Mais je reviendrai tout à l'heure sur ce point parce que le terroriste, ce n'est pas celui seulement qui porte la ceinture d'explosifs, pas du tout. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Alors, Takom a mis le feu, nous sommes tous d'accord. Mais ce feu aurait pu être maîtrisé si effectivement tous ses collègues étaient sur place. Si la garde était organisée ce matin du 4 mars, elle aurait pu au moins tenter d'éteindre ce feu, puisque ça s'est vu dans le passé. On nous a parlé ici de Mireille qui aurait éteint un feu en 2005. Même si son chef hiérarchique dit que ce n'était pas lui qui avait éteint le feu, mais bref, Mireille était héros en 2005 parce qu'il avait éteint un feu. Dans des circonstances presque analogues. Donc si la garde n'était pas désorganisée ce 4 mars, elle aurait pu agir, elle aurait pu au moins tenter d'éteindre ce feu, elle aurait pu au moins appeler les sapeurs-pompiers, comme cela est prescrit par le règlement militaire. Et de ce point de vue-là, ses collègues qui ce jour-là étaient de garde sont coupables de coups et blessures et de homicide involontaire. Évidemment, je n'ai pas dit lesquels n'étaient pas là, mais je crois que l'instruction l'a clairement démontré. Oba n'était pas là à ce moment-là. Ngana n'était pas là à ce moment-là. Mireille n'était pas là à ce moment-là. Donc la garde était totalement désorganisée. Évidemment, ils vont nous dire oui, nous, on n'avait pas d'inspecteurs, mais quand Mireille n'avait pas de feu, il n'y avait pas d'inspecteurs, on n'avait pas d'inspecteurs, etc. Les uns et les autres se rejettent la balle. Les subalternes disent qu'on n'avait pas d'inspecteurs, on n'avait pas de banc de sable. Les chefs hiérarchiques disent effectivement qu'il y avait des inspecteurs qui étaient gardés quelque part. Je ne rentrerai pas dans cette polémique. Alors la thèse des supérieurs hiérarchiques du président, c'est la thèse du plasticage. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui a été volontairement mis par quelqu'un, et ce feu qui a créé donc l'explosion du bâtiment B n'aurait pas pu causer l'explosion du bâtiment A, qui était à une certaine distance. Il y a donc eu plasticage. Il y a donc une organisation d'une explosion à l'aide de détonateurs, à l'aide de mèches, etc. Et là aussi, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Madame, Monsieur les jurés, nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes dans la dimension du terrorisme. Ce sont des actes qui sont menés dans le but de créer la terreur dans la population. Évidemment, on va me dire, bon, je suis peut-être une extraterrestre parce que je plaide sur la base des notions qui n'existent pas dans notre droit, Monsieur le Président. Ce sont des hypothèses qui ont été soutenues ici par un certain nombre de personnes, dont la hiérarchie, et d'ailleurs M. Bokekomo, si je n'écorche pas son nom, également. Mais ça ne va pas vous empêcher, Monsieur le Président, de retenir les gens dans les liens de la prévention par rapport à notre droit positif. Mais je pense que vous avez eu l'occasion historique sur le plan judiciaire de saisir la balle au bon et d'introduire dans notre droit cette notion de terrorisme. Évidemment, l'arme et munitions de guerre était